Rendez-vous Santé en français 2022. Avant de poursuivre, au nom de la Société Santé en français, je déclare que la Société Santé en français reconnaît que ses bureaux à Ottawa sont situés sur le territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin, présent en ces lieux depuis des temps immémoriaux. La Société honore les territoires traditionnels sur lesquels son personnel et ses partenaires vivent, travaillent et se divertissent. Par ailleurs, la Société Santé en français reconnaît le rôle capital de l'immigration francophone en ce qu'elle constitue un facteur de renforcement des populations des communautés francophones et acadiennes en situation minoritaire, tout en demeurant un vivier incontournable de compétences nécessaires à la santé et au bien-être de ces mêmes communautés. Alors, on a une belle journée, encore une fois, très bien remplie. On a d'abord quelques petits messages. Vous savez, on demande souvent pendant les présentations, est-ce que ces présentations PowerPoint, ce que les invités ou les experts nous présentent, est-ce que ces présentations sont disponibles? Eh bien, oui, elles sont partagées dans la section librairie sur FansLab. Alors, vous pouvez télécharger et vous avez encore une semaine pour le faire. Alors, vous n'avez qu'à accéder à la plateforme quand vous aurez un peu de temps et vous pouvez télécharger les présentations qui vous intéressent. N'oubliez pas non plus de visiter les kiosques. Ils sont ouverts en tout temps, toujours sur la plateforme FansLab. Je me tourne vers le clavardage parce que je crois qu'on vient tout juste d'ajouter le sondage pour prendre votre pouls sur la journée d'hier. Alors, quand vous aurez quelques minutes pendant une pause ou pendant le lunch, si vous pouvez aller nous donner votre opinion sur la journée d'hier, ce serait très apprécié. Au menu aujourd'hui, d'abord le thème. Après 2 journées bien remplies d'échanges, palpitants, inspirants sur plein de sujets, il est temps pour nous d'attaquer en cette dernière journée le thème « Notre engagement pour l'avenir » dans le but de mobiliser les acteurs et les actrices du mouvement santé en français afin d'affronter ensemble les défis du futur. Donc, une journée qui s'annonce tout aussi riche en conversations que les 2 précédentes journées. Et donc, au menu, pour commencer, ce matin, nous avons l'honneur d'accueillir avec nous le docteur Charles Bourlin. Alors, il va nous éclairer sur la genèse, le développement, ainsi que les leçons apprises du modèle vers l'unité pour la santé, qui a inspiré la structure et le fonctionnement de la SSF et les 16 réseaux de santé. À 13 h, heure de l'Est, nous aurons ensuite une table ronde en discussion en plénière, intitulée « Les alliés politiques de la santé en français ». Ce sera animé par Antoine Désilet, le DG de la SSF, et il y aura la participation de Liane Roy, présidente de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, Marie-Françoise Mégy, qui est sénatrice, et le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge. Alors, ça risque d'être très, très intéressant. Ce sera suivi des séances en simultané à 14h45. Petit message concernant une séance qui est annulée. Donc, si vous étiez inscrit à la séance « La santé en immigration francophone », on vous demande de vous diriger vers une autre séance, s'il vous plaît, puisqu'elle est annulée. Et ensuite, nous aurons notre plénière en groupe. Comme hier, belle discussion. On a fait un petit retour sur les séances. Je me promets d'aller me balader encore dans vos séances tout à l'heure. Alors, la plénière en groupe sera sous le thème « Notre engagement pour l'avenir ». Et finalement, à 17 h, heure de l'Est, nous aurons la conclusion, la conférence de fermeture et le mot de la fin. On aura le plaisir d'avoir le premier DG de la SSF et rapporteur officiel du rendez-vous Santé en français 2022, M. Armand Boudreau. Et le mot, bien sûr, de la fin sera laissé à la présidente de la SSF, Anne Lys. Alors, comme vous pouvez voir, une très, très belle journée, très remplie, très stimulante. Sans plus tarder, je vous présente le docteur Charles Bourlin, médecin de santé publique formé en éducation des professionnels de la santé, épidémiologie, gestion des systèmes de santé. Il a travaillé pendant 30 ans au sein de l'Organisation mondiale de la santé entre 1971 jusqu'à 2001. Dans le développement des ressources humaines pour la santé. En collaboration avec les autorités sanitaires, académiques et professionnelles, il a contribué à développer à travers le monde des politiques et des stratégies relatives à la formation et l'utilisation des personnels de santé conformément aux besoins prioritaires de santé des pays. Depuis sa retraite de l'OMS, il est consultant international en système et en personnel de santé et préside le réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. Il nous présente aujourd'hui la conférence « Vers l'unité pour la santé », le modèle initial du mouvement santé en français, hier,
aujourd'hui et vers l'avenir. Nous sommes tellement honorés et heureux de le retrouver. Mesdames et messieurs, en direct de la France, Dr. Charles Bolin. Bonjour ou bonsoir, Dr. Bolin. Bonsoir, bonjour, effectivement. Merci, Véronique. Écoutez, c'est un plaisir, c'est vraiment presque une émotion de vous retrouver parce que il est vrai que je vous connais depuis les fonds baptismaux, puisqu'en 2002, j'étais à Ottawa quand a été créée votre belle organisation et donc j'ai le plaisir de vous retrouver presque tous les 5 ans, hein, pour faire le point et voir comment on va aller. J'ai toujours considéré votre organisation comme une organisation modèle. Je parle régulièrement de vous à l'étranger et donc je suis très heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Et voilà, je vais commencer à vous présenter quelques diapositives, mais le plus important sera sûrement les échanges après cela. Alors Jérémy, la première, merci. Voilà, c'est en anglais, mais c'est très bien. Et je vais vous dire que quand j'ai composé ce diaporama, je me suis rendu compte que j'avais déjà fait une première erreur. Et j'ai indiqué qu'on célébrait le 25e anniversaire. Je sais que c'est le 20e anniversaire, mais je l'ai laissé comme pour faire un petit clin d'œil, puisque je sais que toute la journée est tellement orientée vers l'avenir. Et donc voilà, quel avenir? Évidemment, à quoi faut-il se préparer dans le système de santé? Et il est important de s'intéresser à soi, bien sûr, mais de regarder un petit peu le système de santé et le secteur de santé, comment il évolue. Les remarques que je vais faire, eh bien, évidemment, elles résultent de mes observations que je fais au niveau international et j'espère qu'elles sont applicables au Canada. Je l'espère. En tout cas, Jérémy, la suivante, merci. Alors, il est important de comprendre ce qu'on a devant nous. Et je pense que nous avons quelques très grands enjeux devant nous et auxquels il faudra faire face. Et ils ne sont pas faciles. Et je le dis parce que je le sens un peu partout dans le monde, et je vais les énumérer. D'abord, c'est la question de la responsabilité sociale en santé. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire? Mais avant d'aller dans la définition, je voudrais dire que l'on vit des moments dans le monde extrêmement intéressants et en même temps dramatiques parce que nous nous rendons compte que ce que nous faisons et que nous faisons bien dans notre secteur d'activité, nous savons qu'il est influencé par beaucoup de facteurs étrangers à notre propre profession. Et donc, il est important de comprendre quelles sont les interactions avec ces influences, je dirais, étrangères à nous-mêmes. Et donc, chacun peut comprendre que nous ne sommes plus, si vous voulez, dans des silos, dans des boîtes étanches, mais que nous devons comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons. Et donc, l'interaction et la transversalité est importante. Et la responsabilité sociale, ça consiste à voir ce qu'on peut faire de mieux pour répondre aux besoins de la société, mais pas seulement en continuant à faire ce qu'on fait d'habitude. Nous verrons tout à l'heure ce que ça peut signifier. Le deuxième grand enjeu, à mon avis, c'est la recherche de l'excellence. Alors, évidemment, qu'est-ce que c'est l'excellence? Alors, figurez-vous que demain, je fais une conférence en plénière aussi et à distance avec l'université de Sousse en Tunisie et qui organise un colloque qui est intitulé « Recherche de la qualité dans l'enseignement supérieur en santé ». Et figurez-vous que le titre que j'ai donné à ma présentation, c'est « Excellence et qualité ne sont pas des synonymes ». Et donc voilà, nous allons parler de cela, parce qu'il s'agit évidemment de définir les contours des concepts que nous utilisons. Le troisième grand enjeu, à mon avis, c'est le système de santé lui-même. Parce que dans beaucoup de pays, on pense qu'il n'est plus viable
c'est-à-dire qu'il n'y a plus de ressources, qu'il y a trop de demandes, qu'il y a trop d'insuffisance. Et évidemment, la pandémie a mis tout cela en évidence, mais nous savons que bien avant la pandémie, il y avait des signaux alarmants. Pourquoi? Parce que, il faut le reconnaître, d'un côté, nous avons de grandes ambitions pour que tout le monde puisse bénéficier du bien-être et de la santé, mais d'un autre côté, nous avons un dispositif qui est fragmenté. Il est très fragmenté, pas par une négligence, si vous voulez, mais parce que voilà, c'est organisé comme ça, c'est un peu un problème de société. Nous avons des institutions académiques qui ont leurs propres ambitions, leurs propres lignes de travail. Nous avons des professions de santé, elles sont tellement nombreuses, elles défendent leurs propres intérêts et on peut comprendre. Nous avons des assurances de santé, vous les connaissez, nous avons des hommes et des femmes politiques qui essaient de dresser des routes, voilà, des chemins pour y arriver, mais tout cela manque de grande coordination. Et la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de coordination, et on revient évidemment au thème que vous aviez évoqué, Véronique, c'était vers l'unité pour la santé, c'est ça qui nous a rassemblés dès 2002 dans la création de la Société Santé en français, justement vers l'unité pour la santé. Comment est-ce qu'on peut faire pour réduire la fragmentation? Et la question se pose encore aujourd'hui. Et là, je vis en France, mais je voyage à l'étranger, évidemment, mais même en France, dans un pays qui n'est pas pauvre, eh bien, on pense que le système de santé est vraiment en déliquescence. Donc, nous allons parler de cela. Nous allons parler de cela aussi. Mais je reviens au premier grand enjeu parce qu'il est important que l'on définisse clairement ce qu'on entend par responsabilité sociale, parce que de là va découler beaucoup de nos implications concrètes. Alors, la suivante, s'il vous plaît. Alors, la suivante, c'est un poster qui définit la responsabilité sociale, mais de façon, je dirais, à la fois simple, mais quand même englobante. Et j'ai utilisé des termes assez simples pour qu'on puisse s'en souvenir. Et voilà, on l'appelle 3K5. 3 parce que, voilà, le trépied d'un tabouret, ça signifie qu'on est socialement responsable si on a une approche de système. Et comme vous voyez, il y a trois points. On identifie les besoins et les déterminants de santé, très bien. Et ensuite, on fait des transformations en rapport avec ces besoins et ces déterminants. Et ensuite, on suit l'effet de nos actions. Voilà. Ça, je dirais que c'est l'ABCD de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dans n'importe quel domaine. On comprend qu'il y a un besoin, comme dans l'industrie, on comprend qu'il y a un marché. Donc, on va faire un produit qui correspond au marché, évidemment, et on va voir après si le client qui a pris possession du produit en est bien content. Donc, on ne peut pas juste produire et ne pas s'intéresser à ce qui est en amont et ce qui est en aval. Or, malheureusement, dans le problème de la santé d'une façon générale, on ne travaille pas de cette façon. On est très intéressé à faire des choses sans nécessairement comprendre la justification et sans nécessairement comprendre l'impact. Évidemment, il faut être précis parce que lorsque l'on parle d'un cas individuel, par exemple, si je dois soigner quelqu'un qui a des varices du membre inférieur, et ça va de soi que les besoins sont là, ils sont criants, je sais ce qu'il faut faire et j'espère que tout va aller bien parce que je vais suivre le malade. Voilà. Mais au niveau communautaire, au niveau populationnel, les choses se présentent donc différemment. Donc voilà, ça c'est une première exigence de la responsabilité sociale. Le numéro 4, et ça c'est essentiel, c'est pourquoi nous faisons ça. C'est donner le sens de notre action. Et le sens de notre action, il est commandé par des valeurs. Et il faut sans cesse nous les rappeler parce que nous les oublions souvent. Et
voilà, on les a alignés ici. D'abord, la qualité. La qualité, ben, c'est à des personnes que l'on s'adresse, évidemment, qui ont besoin d'un service, et on veut les considérer comme des personnes, c'est-à-dire comme des êtres humains qui sont dans un contexte particulier, social, économique, linguistique, culturel, et on ne peut pas juste les soigner pour l'organe qui dysfonctionne, mais on s'intéresse à la personne tout entière. Ce n'est pas aussi facile qu'on le pense, mais c'est une exigence. L'équité, ça va de soi parce que souhaitons que chacun puisse avoir droit aux mêmes bénéfices de la santé. La pertinence dans le sens que faut connaître le contexte dans lequel nous vivons, les choses sont différentes d'un côté à l'autre, et bien entendu, cette adaptation est nécessaire. Et enfin, l'autre qualité, elle est importante, elle a l'air un peu pragmatique et puis un peu très matérialiste, mais il s'agit de ça. Les ressources dont nous avons la possession maintenant, elles manquent. On est toujours en retard d'un budget, d'une technologie, etc. Il faudra pas nécessairement que nous soyons sobres, parce que c'est une injonction que l'on entend très souvent, mais que nous ayons le courage de dire peut-être qu'on peut faire aussi bien, mais différemment. Et donc, ça va nécessiter des réorganisations, parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de ressources, comme il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de personnel, mais quelquefois, ils ne sont pas utilisés de la meilleure façon. Donc, il s'agit d'optimiser ce que nous avons. Voilà, c'est ça que nous voulons dire. Et enfin, dernièrement, c'est le numéro 5, mais là, c'est inutile de le rappeler, c'est presque la partie importante de votre société, c'est de travailler avec des partenaires. Et nous les connaissons, et c'est pour ça que je vais demander que l'on me passe la diapositive suivante. Oh, voilà, c'était un petit clin d'œil à nos amis anglophones, parce que donc, le poster existe en anglais aussi. Mais voilà, je reviens à ce pentagone. Alors, figurez-vous que, mais ça, nos amis de la société le savent, mais dans le logo de la Société Santé en français, dans le centre du logo, il y a un pentagone. Et donc, ça signifie que depuis son émergence dans la réalité, la Société Santé en français avait compris qu'on ne pouvait pas arriver à ce que nous voulions sans engager d'autres personnes qui sont différentes de nous, différentes voilà, de leur formation, de leurs ambitions, de leur vision, de leurs normes, etc., mais avec lesquelles il faut travailler. Et voilà, nous les avons nommés ici, les communautés, donc la société civile, toutes les actions bénévoles de la communauté qui sont importantes, des institutions académiques, mais aussi les écoles, évidemment, des professionnels de santé, les gestionnaires de santé, évidemment, et nous pensons bien sûr aux organisations, aux hôpitaux, aux centres de santé, mais aussi à ceux qui parviennent à les financer, donc je pense au monde assurantiel, et puis les professions de santé, mais elles sont tellement nombreuses. Elles sont tellement nombreuses, et dans les professions de santé, il est important qu'on n'oublie pas les professions qui ne sont pas appelés des professionnels de santé, mais qui sont tellement proches de nous et qui travaillent dans d'autres secteurs. Par exemple, je pense au secteur social. Ce sont des personnes à qui nous devons absolument travailler. Et ensuite, nous avons les décideurs politiques. Mais les décideurs politiques, c'est le pouvoir public. Et ce n'est pas nécessairement le ou la ministre, mais ça peut être jusque voilà, le maire, le bourgmestre, le responsable d'un village ou d'une communauté. Alors maintenant, très bien, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions travailler avec chacun de ces partenaires-là. Mais l'ambition, elle est même un peu, je dirais, un peu plus grande que ça, c'est que non seulement nous voulons travailler avec ces gens-là, mais nous pensons et nous souhaitons qu'ils puissent partager les mêmes valeurs que nous. Vous comprenez? Donc, c'est ça qui va faire le liant. Le ciment, c'est les valeurs qui nous unissent.
Et donc, si je parle à un doyen de faculté de médecine, je vais lui dire, mais est-ce que votre institution, elle est d'accord avec les valeurs de la responsabilité sociale? Par exemple, est-ce que votre institution travaille en direction de la justice sociale? Oh là! Alors, vous allez avoir, on va être étonné par les réponses qu'on va entendre. On va dire, oui, je suis intéressé par ça, mais ce n'est pas tout à fait mon travail, ça peut être le ministère de la Santé, ça peut être les autres, etc. Et, et c'est, si vous voulez, la particularité de la responsabilité sociale, c'est de sortir de son sillon. Et c'est de se dire, j'essaie de bien faire ce que je fais, mais j'essaie de comprendre aussi quelles sont les conditions pour que ce que je fais va avoir de l'impact. Et donc, un doyen de faculté de médecine qui serait très intéressé par la justice sociale, par exemple, eh bien, il ferait en sorte que les gradués, les diplômés puissent être ventilés, distribués équitablement dans un territoire. Mais il a tendance à dire, ça, c'est pas mon affaire. Chacun peut s'installer où il veut. Ah, oui, d'accord. Ou ça, c'est le ministère de la Santé qui va ouvrir des postes et qui peut financer, etc. Oui, d'accord. Mais nous pensons tous qu'il y a une place pour l'institution académique pour avoir une influence. Voilà, c'est juste un exemple. Mais voilà le pentagone du partenariat, et c'est un des défis de l'avenir, c'est faire en sorte que ces différents acteurs clés puissent se parler, et non seulement se parler, mais partager ensemble des valeurs. Ce n'est pas une petite affaire, mais voilà, c'est un des défis. Alors la prochaine, c'est, comme je disais, qu'est-ce que c'est l'excellence? Alors beaucoup se disent, ah, je suis excellent, ou mon institution est excellente. Pourquoi? Parce que voilà, elle a été accréditée. Mais souvent, elle est accréditée par des personnes qui pensent comme nous. C'est le cas des facultés de médecine actuellement, par exemple. Quand vous avez une session d'accréditation, qui sont les visiteurs qui viennent à la faculté de médecine pour donner un crédit? Mais ce sont des gens qui nous ressemblent, qui ressemblent à ceux qui travaillent déjà dans la faculté de médecine. Ce sont des pairs. Donc, on a tendance à ne pas être suffisamment objectif, vous voyez? Et donc, à s'attribuer le label d'excellence quand peut-être on ne le mérite pas tout à fait. En tout cas, ce que nous pensons dire, c'est que l'excellence, elle est reconnue quand on fait un impact. Ce n'est pas la peine de dire je suis beau, je suis grand et je suis bon, mais il faut voir si effectivement il y a un impact. Comme on dit d'habitude, l'arbre se juge à ses fruits. Si les fruits sont bons, l'arbre est bon. Voyez? Donc, on va voir les fruits. Et alors, justement, c'est un petit peu le premier point de la responsabilité sociale avec les 3 pieds. Voilà, ABC, bien sûr, il faut connaître les besoins et les déterminants de santé dans une société parce que c'est ça qui va nous inspirer, évidemment. Mais si ça nous inspirait vraiment, on aura d'autres interventions que celles que nous avons. Et comment dirais-je, naturellement, on a envie de rester un peu cloisonné dans notre case, dans la case B. Voilà, on fait des interventions, on en fait beaucoup, on les fait de mieux en mieux, et que sais-je, sans nécessairement se demander si ça est en relation directe avec les besoins de la communauté. Et ensuite, très souvent aussi, on ne s'intéresse pas nécessairement à l'impact que nos interventions peuvent avoir. Je parle évidemment d'un problème sociétal, parce qu'évidemment, dans le cas individuel, comme je vous le disais tout à l'heure, quand quelqu'un vient avec un problème, on s'intéresse effectivement si le soin qu'on lui a donné a de l'effet. Mais au niveau populationnel, au niveau d'une société, il est vrai que les institutions sont un petit peu dans les silos et ne se posent pas des questions s'ils ont une influence déterminante sur la santé. Alors, la suivante, c'est pour vous montrer que l'impact, c'est important.
Voilà une publication relativement récente dans une revue qui s'appelle Education for Health et dont le titre est très accréditer l'excellence pour l'impact. C'est ça qui devrait nous guider. Et dans cet article-là, figurez-vous, on a passé en revue les principaux systèmes d'accréditation des facultés de médecine dans le monde. Il y en a 6, 7 qui sont les plus importants. Et on les examine les uns après les autres pour voir le type de standards qui sont proposés pour accréditer. Eh bien, la plupart des standards sont dans la catégorie de la case B que je vous montrais juste avant. C'est nos interventions. Est-ce que nous sommes bons? Est-ce que nous avons des bons professeurs? Est-ce que nous avons des bons étudiants? Est-ce que les méthodes sont bonnes? Est-ce que la bibliothèque est bien garnie? Etc., etc., etc. Voilà. Mais pas suffisamment sur l'impact. Et donc cet article-là, il est une recommandation justement pour réviser les normes d'accréditation et définir l'excellence comme étant un impact. Je vous donne quelques exemples. La suivante, merci. Alors voilà quelques exemples dans les soins individuels. Bon, je parlais de quelqu'un qui avait un ulcère d'une jambe, évidemment, ce n'est pas très compliqué, mais je prends par exemple quelqu'un qui a une maladie chronique. Très souvent, le malade chronique, eh bien, évidemment, on sait d'où vient son problème. Ça peut être de sa diététique, ça peut être de son manque de mobilité, ça peut être parce qu'il a une consommation exagérée de certains produits toxiques. Donc, il y a... Excusez-moi, je vais juste... Voilà. Excusez-moi pour cet intermède. Mais donc, vous voyez, on est obligé de s'intéresser. C'est mon fils qui m'appelle de Belgique. Bon, voilà. Et alors, voyez-vous, on est obligé de s'intéresser aux raisons pour lesquelles il souffre de cette chronicité. On ne peut pas juste lui dire on va vous faire ça, on va vous faire ça, on va vous faire ça. Il faut remonter à la source et éventuellement parler avec la famille. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'il sorte de cet terreau qui l'a amené à la chronicité. Et ensuite, on va voir comment on peut avoir un impact sur lui. Mais très souvent, ce sont des personnes qui ont besoin d'un accompagnement. Par exemple, une personne qui a une néoplasie, un cancer, si elle a besoin d'avoir des soins particuliers de radiothérapie, par exemple, bon, si elle habite à la campagne, il faut savoir comment elle va se déplacer. Donc, il y a un accompagnement, il y a un service social. Donc, c'est pas juste, c'est ça qu'il vous faut, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ça aille. Donc, voilà, dans le domaine individuel. Mais dans le domaine de la formation, beaucoup. C'est un petit peu l'exemple que je vous donnais avec la faculté de médecine. Est-ce qu'on s'intéresse beaucoup, je ne parle pas nécessairement du Canada, parce que le Canada est un pays, je dirais, quand même exemplaire dans ce domaine-là, mais est-ce qu'on s'intéresse beaucoup à l'implantation des gradués? En général, pas beaucoup. Voilà, on les forme et on dit après, à la grâce de Dieu, ils vont là où ils peuvent aller. Et puis dans la recherche, c'est pareil. Dans la recherche, bien sûr qu'on peut faire de la recherche fondamentale sans s'intéresser nécessairement à besoin de santé. Ça peut exister parce qu'on sait que les recherches fondamentales sont intéressantes à plus long terme. Mais il y a beaucoup de recherches qui pourraient se faire dans le domaine de la responsabilité sociale ou des déterminants de santé. Et donc, encore une fois, il y a trop souvent de la recherche en laboratoire et pas seulement avec cette idée d'avoir un impact sur la société. Enfin, un autre enjeu, la suivante s'il vous plaît. Un autre enjeu, celui-là, il est compliqué. Il est compliqué parce que universellement, nous voyons que, moi, je l'intitule scénario souhaité, mais ce n'est pas le scénario que nous avons.
en général, l'hôpital et les structures prennent beaucoup d'importance, beaucoup de budget, beaucoup de personnes, beaucoup de statut social. Figurez-vous qu'il y a un petit temps, j'étais au Tchad, donc en Afrique, dans un pays très très pauvre, et avec le ministre de la Santé, nous parlions de l'intérêt qu'il y avait à s'intéresser à la première ligne de santé. Mais lui, non, ce qui l'intéressait, c'est construire un très grand hôpital dans la capitale pour qu'on puisse le voir. Et bien sûr, pour qu'il puisse, bien entendu, fonctionner, mais malheureusement, c'est la technique, l'infrastructure qui intéresse beaucoup trop de gens. Et nous savons qu'un système de santé est viable s'il met l'importance sur la première ligne, c'est-à-dire là où le citoyen peut avoir le premier accès. Et je peux vous dire que c'est une situation qui est mondialement tragique, parce que l'argent ne va pas dans la direction où il faudrait. Et quand on parle de problème de première ligne, ça ne veut pas dire nécessairement avoir plus de médecins généralistes ou de médecins de famille. Non, il faut même repenser comment la première ligne est organisée. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer un centre dans lequel se trouvent plusieurs professionnels de santé et même plusieurs professionnels annexes à la santé, par exemple comme dans le domaine social, et qui auraient non seulement une responsabilité pour des services aux personnes, mais pour des services à une population. Donc, il y a un grand travail à faire pour repenser la première ligne et faire en sorte que l'hôpital ne reçoive que des cas, évidemment, les plus compliqués. Mais nous le voyons très souvent. Même, je vous dire, en France, nous avons un système d'urgence dans les hôpitaux qui est complètement débordé, avec des gens qui ne devraient pas se trouver là et qui pourraient être filtrés bien avant, bien en amont, par qui? Même pas nécessairement par des médecins, mais par des professionnels de santé qualifiés, différents du médecin, mais qui peuvent déjà apporter un premier secours, un premier éclairage, une première aide, quitte après à les envoyer à quelqu'un de plus qualifié. Donc voilà, ça, ce sont à mon avis, quels sont les trois grands enjeux du monde de demain? La responsabilité sociale de la santé, l'excellence définie par un impact et ensuite la première ligne de santé. Voilà, je vais conclure sur un peu la même note, la suivante, s'il vous plaît. Et puis on pourra passer à des questions. Alors, je sais que vous aurez une session cet après-midi sur l'avenir. Où allez-vous aller? Dans quelle direction voulez-vous aller? Vous faites déjà des choses tellement intéressantes, mais je pense qu'il est important, je dirais, de se lancer dans des actions innovantes dans lesquelles les 5 partenaires sont impliqués. Et imaginez-vous si vous pouviez définir un territoire dans lequel les différents acteurs se mettraient d'accord sur des objectifs de santé prioritaires d'une façon commune, en disant oui, nous voulons tous agir sur cette affaire-là qui nous paraît importante. Ce serait innovant, ce serait une expérimentation, mais je pense que vous avez les moyens, la vision, la motivation de faire des choses de cette nature-là. Et ensuite de récolter des données qui permettent de montrer que c'est faisable et donc de démontrer la pertinence de votre action et bien entendu de la publier. Parce que je vais vous dire en conclusion, mon sentiment personnel, c'est que la société santé en français a un potentiel qui n'est pas suffisamment connu. À l'international, on commence à en parler. Mais peut-être au Canada, avez-vous des leçons à donner à tout le monde, au niveau national? Au niveau national. Parce que,
Voyez-vous, bien sûr, l'élan premier, c'était aider les francophones en situation minoritaire. Mais vous l'avez fait de telle façon, en personnalisant, en signalant, en mobilisant différents professionnels autour de cet objectif primaire, que je pense que vous pouvez aller plus loin. Et en faisant ça, vous rendez service aux autres. Et puis, vous vous faites un peu remarquer, excusez-moi, parce qu'il est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des batailles pour avoir des budgets et il est bon de se faire remarquer par les choses magnifiques que l'on peut faire. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire en attendant le plaisir d'avoir, bien sûr, des questions, des commentaires. Merci beaucoup, Dr. Bolen. C'est toujours un plaisir de jaser avec vous. En entrée de jeu, on s'était dit qu'il y a 5 ans, c'était le rendez-vous en personne et on s'était rencontrés et je trouvais que ce que vous disiez était captivant et je ne suis pas la seule. On a des commentaires, on a des questions. D'abord, Bernard Leduc qui dit « C'est la philosophie du Carrefour Santé Aline Chrétien de mettre ensemble les services spécialisés en communion avec des services communautaires sociaux. » Alors, il est tout à fait d'accord avec vous et avec ce que vous avancez. Et nous devons développer un système communautaire plus près des patients. L'hôpital du futur devrait être plus petit et se concentrer seulement sur les situations qui nécessitent ce plateau technologique. La technologie doit être utilisée pour retourner le plus tôt possible la personne en communauté. Très bon commentaire du Dr. Leduc. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Dr. Bolen? Je suis absolument d'accord. Et parce qu'on parle de technologie, mais voyez-vous, la technologie, on en a tellement besoin, mais malheureusement, très souvent, on est obnubilé par cela. Maintenant, le patient, il arrive chez un professionnel, mais avant ça, il a été sur l'Internet et il connaît pratiquement tout sur les différentes options thérapeutiques, etc. Quelquefois, c'est lui qui va vous dire « j'ai besoin de ça, s'il vous plaît, faites-moi une prescription ». Donc, voilà, on est obnubilé par des technologies parce que c'est ça qui paraît, c'est ça dont on parle. Pareillement, voyez-vous, moi je vois quelquefois des étudiants en médecine, eh bien très rapidement, ils rentrent en première année avec des belles idées. Voilà, la proximité, la communauté proche des gens, aider à vivre mieux. Mais très rapidement, ils vont être basculés vers les outils, les moyens, les spécialités, et c'est terminé. C'est ça qui va prédominer. Et donc, je suis tellement d'accord pour revenir sur du bon sens, sur des choses qui utilisent la technologie comme un moyen secondaire avant d'avoir eu le contact personnel. Tout à l'heure, vous avez dit un premier éclairage. J'aime beaucoup ça parce que vous avez dit, bon, là, les hôpitaux débordent, les gens tout de suite n'ont pas de médecin de famille, ne savent pas quoi faire. Souvent, ils ont peur aussi. Il faut les comprendre, les patients, parce qu'ils ne savent pas que les ressources existent. Des fois, ils vont téléphoner Télésanté ou encore 811 ou peu importe, dépendamment d'où nous sommes sur cette planète. Il y a des recours, il y a des trucs. Quand vous avez dit premier éclairage, ces gens-là, ces professionnels, vous faisiez référence aux travailleurs sociaux, aux psychologues, aux pharmaciens, aux infirmières, aux infirmiers. À qui devrions-nous nous adresser, selon vous? C'est une question fondamentale, Véronique. Moi, je vais vous dire, je vais vous parler de ma situation personnelle. J'habite dans un petit village qui est situé entre Genève, c'est une ville riche, hein, et Évian, qui est une petite ville, mais riche aussi parce qu'elle fabrique de l'eau minérale que l'on vend dans le monde entier. Eh bien voilà, j'ai du mal à trouver un professionnel de santé de proximité dans mon propre village, qui est pourtant riche et qui est situé sur les bords du lac Léman, un endroit magnifique. Et alors le réflexe, c'est de dire, mais où est-ce qu'il est le médecin généraliste? Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais est-ce qu'on a besoin toujours du médecin généraliste? Moi, par exemple, je serais très content si j'avais un professionnel de santé, mais vous les avez énumérés, hein, qui est suffisamment éclairé
sur la santé et les complications de santé, je dis éclairer, pas nécessairement un expert, mais éclairer pour déjà rassurer, déjà pour informer, déjà pour dire je suis là, j'habite pas à 50 km, j'habite dans le village voisin et si vous voulez, on peut se téléphoner ou je peux venir vous voir. Voyez-vous, on aimerait tant ça. Cette personne-là, ça peut être un pharmacien, ça peut être un dentiste, ça peut être un ostéopathe, que c'est. Mais c'est un capital humain qui est mal utilisé. Pourquoi? Parce qu'on est obnubilé par l'expertise médicale. Et très souvent, je le vois, des gens sont anxieux pour une question de santé, mais qui pourraient trouver une bonne réponse, c'est des gens qui ne sont pas nécessairement des médecins. Mais parfois, ils n'ont pas le droit, ils et elles n'ont pas le droit non plus, selon les différentes... il fut un temps où, moi je me souviens un jour, j'ai fait une crise d'asthme, en pleine crise d'asthme. Je me rends à la pharmacie parce que j'ai toujours la prescription Ventolin. Et j'arrive à la pharmacie et on me dit, ah non, vous n'avez plus le Ventolin, il faut demander, le médecin doit nous envoyer une ordonnance pour que l'on puisse vous donner le Ventolin. Et là, j'ai de la misère à respirer. Ça, c'est la dame à l'accueil qui me dit ça. Le pharmacien me voit, arrive tout de suite, me prescrit un Ventolin. Il me dit, non, non, la madame a besoin du Ventolin. Elle étouffe. Donc, ça a été comme ça. Et puis, le pharmacien, ensuite, j'ai dit, est-ce que j'ai besoin de parler à mon médecin? Il dit, mais non, ça va, tout est beau. Donc, tu sais, des fois, ça enlève aussi, ça désengorge quand les professionnels peuvent collaborer comme ça enlève une couche. On a d'autres questions, des commentaires aussi. Il y a des gens qui disent tellement de reconnaissance à Aurel Schofield et à la SSF d'avoir présenté dans notre mouvement le Pentagone et toute la sagesse du docteur Bolen. Chaque fois pour moi, c'est un moment wow, merci. Et c'est Annie Bédard. Merci Annie. Il y a aussi Élise qui nous écrit, Élise Arsenault qui dit elle est tout à fait d'accord avec Annie, un modèle qui nous sert très bien. Merci. Merci, Dr. Bolen de Antoine Desilets, le DG de la SSF. Merci, Dr. Bolen. Toujours un plaisir de vous entendre. La responsabilité sociale en santé vise des changements durables, mais souvent à long terme. Comment convaincre nos décideurs de la pertinence évidente de ce concept en santé quand leurs préoccupations et leurs décisions sont souvent dans un horizon de court terme? Oui, vous avez raison. Vous avez raison, ça c'est sûr. Mais d'abord, je remercie tous ceux qui manifestent des signes de reconnaissance. Je vais vous dire que encore hier, j'avais une communication avec mon ami Aurel Schofield. Il est en ce moment en Floride et il m'a dit, je sais que bientôt tu seras à la conférence, je te salue, je t'embrasse, on a tellement de bons souvenirs. Et je pense que je le vois. Bonjour Aurel. Alors, oui, nous avons fait des choses remarquables avec Aurel et le groupe d'Acadie Sherbrooke. Maintenant, c'est vrai que c'est Antoine qui disait tout ça implique des changements à long terme, des transformations institutionnelles très importantes. Les compétences du médecin d'aujourd'hui, elles doivent être revues, mais vont-ils accepter? Je vous parle d'une question terre à terre, mais la façon dont on rémunère un médecin maintenant, ça pose un problème parce que la rémunération à l'acte, c'est quelque chose qui, chez beaucoup, trouve cette chose un peu très commercialisante. Et tandis qu'il faudrait considérer la santé comme un bien commun et peut-être trouver des formules différentes de valoriser l'acte médical. Bon, je parle du financement, mais ça peut être salarié, ça peut être peut-être aussi des contributions pour des actions très particulières. Donc, il ne s'agit pas de nationaliser et de rendre les choses complètement stériles. Non, mais il y a beaucoup à réfléchir. Donc, et tout ça, c'est du long terme, c'est vrai. Mais je pense que dans le court terme, on peut aussi faire des choses. Vous parliez tout à l'heure de comment est-ce qu'on pourrait avoir recours à d'autres professionnels de santé, mais dans mon village, vous savez,
voilà, moi j'ai participé à la vaccination contre le Covid, mais le pharmacien, il ne pouvait pas le faire. Les infirmières ne pouvaient pas les faire. Les sages-femmes ne pouvaient pas les faire. Au début, après les gens, le public a dit, mais qu'est-ce que c'est cette affaire-là? C'est pas quand même compliqué de le faire. Et donc, après, on a ouvert les portes. Ce que je veux dire, c'est que quelquefois, la société est en avance sur la réglementation. Et il faut avoir le courage de s'exprimer. Vous voyez, avec les jeunes et le changement climatique, alors eux, ils disent aussi, c'est trop lent, il faut bouger. Quel avenir est-ce que vous allez laisser pour nous dans notre planète? Donc, c'est vrai, je pense que il y a des moments, il y a des mouvements de fond, des transformations qui seront compliquées, qui vont nécessiter des négociations, mais il faut les entreprendre maintenant. Voilà. Et les 5 partenaires dont nous parlions, chacun de ces partenaires-là, quand il réfléchit très sérieusement, il doit passer à travers les transformations importantes. Il faut se remettre en question. Est-ce que je suis toujours le même que ce que j'étais avant? Donc, le réseau que je préside en ce moment, qui s'appelle le RIFRES, il a cette ambition-là, c'est de questionner les gens. Qu'est-ce que vous faites? Vous, l'académique, vous, le politique, vous, le professionnel, vous les voyez, les enjeux, mais qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors, Ouais, puis c'est très bien dit. C'est un peu le gros bon sens et simplifier un peu et expliquer et donner des exemples comme ça nous fait avancer. Quand on a des exemples, c'est vulgarisé, c'est expliqué, les gens peuvent comprendre, c'est simple. On donne des exemples concrets. C'est super bien dit. La présidente de la SSF, Annelise, demande, d'après vous, Dr. Bollen, quels facteurs sont nécessaires pour que les actions innovantes se propagent, fassent des petits, comme on dit? bien, moi, je vois 2 interventions principales. D'abord, il faut qu'on puisse expérimenter dans un endroit assez localisé. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est vrai que c'est compliqué de transformer un système national de bout en blanc, parce que pour toutes les raisons politiques qu'on peut imaginer. Mais ce qu'on peut faire dans un pays, dans un territoire, c'est de dire, voilà, dans cet espace-ci, j'essaie de faire une expérience avec tous les grands principes dont nous avons besoin et que l'on peut facilement identifier. De faire une expérience pour voir si effectivement on peut avoir un meilleur impact sur un problème de santé jugé prioritaire et comment les différents partenaires vont s'y associer pour le faire. Une expérimentation, c'est-à-dire un projet avec des objectifs, ça fait un peu, c'est quand même un peu la recherche, bien entendu, et quelque chose que l'on pourra évidemment démontrer. Je dis ça parce que si on fait ça, on ne menace personne. On dit, écoutez, c'est une expérimentation. Si ça rate, on oublie. Si ça réussit, il va falloir voir comment on peut étendre, comment on peut changer des lois, des règles. Hein. Voilà, donc on va plus loin. Et donc, c'est une façon de ne pas intimider les gens qui sont dans un pouvoir installé et en même temps, ma foi, de pouvoir démontrer ce qu'on fait. Ça, c'est une première chose et qui est à notre portée. La deuxième chose, je pense qu'il faut affronter le pouvoir politique. Je pense qu'à un moment donné, ceux qui ont la responsabilité de prendre des décisions, il faut aller les voir. Il faut les rencontrer, il faut publier dans la presse, il faut faire des propositions. Là, dernièrement, j'étais dans un congrès à Bruxelles, le ministre de la Santé, il était venu à notre réunion du RIFRES, eh bien, on lui a parlé, on a dit, mais ce que nous faisons, c'est intéressant, la responsabilité sociale, c'est très intéressant. Mais vous savez, vous pourriez faire un geste. Par exemple, dire que, justement, une expérimentation, quand si elle a lieu, vous la soutenez, vous donnez des budgets et justement vous expliquez que le monde a changé et qu'il va falloir
basculer autrement, eh bien voilà, vous soutenez une expérimentation. Ou après, vous donnez du pouvoir aux organismes de tutelle. Par exemple, vous avez une association des facultés de médecine, où vous avez l'ordre des médecins. Vous voyez, ce sont des groupes, il faut le dire, conventionnels, conservateurs, qui sont intéressés, voilà, je ne veux pas les vexer, mais à continuer ce qu'ils font en protégeant leurs intérêts. Je ne dis pas tous, bien sûr, mais d'une façon générale, je parle de l'institution. Il faut les secouer. Et donc, ça, c'est au niveau national. Il faut les secouer. Maintenant, un homme politique, je pense qu'il ne prendrait pas beaucoup de danger en les secouant gentiment, en disant, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez vous remettre en question, faire un petit rapport, me le soumettre. Donc voilà, nous essayons de travailler sur ces deux plans-là. Le premier, l'expérimentation, c'est pas dangereux. Voilà, on vous laissera faire. Mais il vaudrait mieux qu'il soit quand même accepté par le haut pour qu'on dise, si ça marche, on va vous écouter. Si ça ne marche pas, on vous oublie. Et voilà. Alors, on a un commentaire de Denis Fortier. Merci, Dr. Bollen. C'est le docteur Denis Fortier, donc, qui est médecin de famille, si je ne m'abuse. La santé primaire, toute la grande équipe de la santé primaire, pas simplement le médecin de famille, est en trouble. Nous devons ajouter innovation pour améliorer l'accès. L'accès à la santé primaire est un enjeu important, extrêmement important. Nous avons besoin d'introduire l'innovation en naviguant notre futur post-pandémie. Mais qu'est-ce qu'il a raison? C'était le point que je mentionnais. Hein. Il faudra mettre l'emphase sur la première ligne. Et bon, alors notre ami, il est médecin de famille, ça ne veut pas dire que les médecins de famille ne devraient pas changer aussi. Parce que, figurez-vous que dans le Canada, au Canada, on a une innovation qui était intéressante qui s'appelle le CanMEF. Vous savez, c'est cette espèce d'emblème qui définit les six grandes compétences d'un médecin pour le Canada. Ça a été défini par la Société royale des médecins et des chirurgiens du Canada. Très bien. Regardez ces six aspects-là. Moi-même, à l'OMS, il y a 25 ans, j'avais écrit un papier sur le médecin 5 étoiles. Alors, il y avait des compétences. Par exemple, bien entendu, il donnera des soins, les meilleurs soins possibles à la personne qui vient lui demander, mais il est également chef ou coordonnateur d'une équipe. Ensuite, il va être un bon communicant, non seulement parler, mais écouter, et pas seulement à une personne, mais aussi peut-être à des autorités locales, de façon à ce qu'on puisse avoir une influence publique. Ensuite, comment dirais-je, il serait une référence de santé dans la communauté. C'est marqué aussi dans le CanMEF, dans la CanMEF, hein. Mais combien de médecins de famille font ça? Voyez-vous? Donc, je pense que j'ai une affection particulière pour les médecins de famille, je travaille beaucoup avec la WOMCA, mais je pense que chacun a besoin, même les meilleurs, de se remettre en question. Et on aborde dans le même sens au Manitoba, Diane, qui dit qu'il faut absolument, absolument élargir le premier point d'entrée aux soins de santé pour que ce ne soit pas toujours les médecins. Donc, on parle de tantôt, on disait travail social, ostéopathe, diététicienne, chiro, massothérapeute, peu importe les psychologues. Elle a un rêve d'un système où tous ces gens du domaine de la santé et ceux qui ne sont pas tout à fait acceptés dans le domaine de la santé, mais ont tellement à offrir dans le domaine de la douleur, entre autres, travaillant aussi, elle a un rêve que tous ces gens-là travaillent ensemble et puissent collaborer pour le bien-être de la personne. On nous parle d'un projet au Manitoba qui se nomme Mon équipe santé et qui peut-être est un début de ça. Alors, merci beaucoup, Diane, pour ce commentaire. On voit que c'est un sujet qui est récurrent ici. Il nous reste 5 minutes. Je sais qu'il y a des mains levées, mais je préfère prendre les questions dans le chat. S'il vous plaît, allez écrire vos questions dans le chat. C'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Alors, si vous avez la main levée et que vous voulez qu'on réponde à votre question, allez l'ajouter dans le chat. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une question de Aurel, votre ami?
qui dit, et là, Aurel vous tutoie, mais moi, je vais vous voyer dans la question. Alors, j'ai eu l'honneur et le plaisir de faire la promotion de la stratégie VUPS avec vous en quelques endroits dans le monde. Pourquoi la SSF a-t-elle réussi, Dr. Bollen, selon vous? Ah merci Aurel. Eh bien, la SFF, elle a réussi d'abord parce que chaque fois que je me suis trouvé au milieu de vous, j'ai trouvé beaucoup de modestie et beaucoup d'écoute solidaire. Voyez-vous, je ne voyais pas la différence entre un médecin, une infirmière, une assistante sociale, une sage-femme, etc. Non, c'était des professionnels de santé. Donc, il y avait déjà ce courant interdisciplinaire qui marchait. Bien. Deuxièmement, vous vous attaquez quand même à une population qui est défavorisée. Donc, les francophones en situation minoritaire. Nous savons qu'ils sont défavorisés dans beaucoup d'endroits. Et là, c'est vrai qu'on réussit bien quand on s'applique à des choses aussi précises que ça. Troisièmement, vous avez associé plusieurs partenaires. J'avais appris rapidement qu'il y a le consortium, je pense que vous l'appelez le consortium des institutions de formation, ou ça porte peut-être un autre nom, mais il y a une relation entre vous et ceux qui forment les professionnels de la santé. Donc déjà, vous aviez tous ces ferments-là au départ. On nous dit que c'est le Consortium national de formation en santé. Voilà. Et donc, voyez-vous, c'est un des grands partenaires, évidemment. Et donc, vous êtes près de la société, vous êtes à la base. Je me souviens quand vous parliez de l'affichage pour dire ici, il y a un service en santé, comme une affiche qu'on mettrait au bout d'un mât pour dire vous n'êtes pas perdu, venez ici, on va vous entendre dans votre langue. Mais ça, c'est vraiment de la proximité, ça. Hein? On ne peut pas mieux. Donc voilà, vous avez beaucoup d'ingrédients. Et c'est pour ça que je vous disais dans la conclusion de mon rapport tout à l'heure que je pense que vous pourriez faire des choses innovantes qui pourraient être reconnues et peut-être appliquées en dehors de votre propre société. Il ne faut pas que ce soit le secret le mieux gardé, en d'autres mots. Hein? Une dernière, on n'a presque plus de temps, Dr. Bollen, mais c'est vraiment une très bonne question de la part de Annie. Vous faisiez référence tout à l'heure à un de vos articles au sujet de l'accréditation des médecins. Un des grands enjeux au Canada, et puisqu'Annie est au Manitoba, est la reconnaissance des diplômes étrangers de professionnels de la santé, car les ordres professionnels sont très stricts sur l'accréditation et la reconnaissance des diplômes. Donc, on a des infirmiers, des médecins, des professionnels de la santé qui travaillent dans les magasins comme Home Depot ou encore, bon, bref, parce qu'ils ne peuvent pas travailler comme professionnels de la santé. Est-ce que ce sont des situations que vous avez considérées dans votre article et comment on discute avec des chasses gardées? Parce que là, on perd, selon Annie, c'est un très bon point, on perd beaucoup, on perd un grand capital intellectuel et humain. Oui, c'est un mésusage du potentiel humain qui malheureusement est mondial avec, évidemment, avec tous les mouvements de migration en ce moment un peu partout dans le monde. Et vous savez qu'en Europe, c'est quand même un problème très, très grave. Mais moi, je vais vous dire, j'ai été opéré d'une tumeur du cerveau, heureusement pas maligne, par un Arménien en Suisse, une personne très qualifiée. Vous voyez? Et j'ai été opéré du cœur par un Philippin en France. Voyez-vous? Lui, il était évidemment passé à travers tous les systèmes pour avoir la reconnaissance, mais il faut reconnaître des compétences partout. C'est pour ça que ce que nous voulons faire au niveau, au moins des facultés de médecine, peut-être que ça va déborder sur les autres professions, c'est qu'il y a un système d'accréditation universel des facultés de médecine. Et c'est possible. De même que nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme, hein, que certains pays respectent et d'autres un peu moins, évidemment. Mais enfin, si nous avions déjà un système d'accréditation universel que l'on fera
reconnaître par consensus mondial, mais pour dire, à partir du moment où vous avez ces compétences essentielles, eh bien, il faut reconnaître le statut de cette personne-là où qu'il travaille, n'importe où dans le monde. Donc, c'est un sujet grave auquel nous travaillons, mais qui va prendre évidemment beaucoup de temps parce que, comme toute chose qui est universelle, nous avons maintenant, ayant travaillé aux Nations Unies, à l'OMS pendant très longtemps, nous avons des grandes recommandations universelles, et finalement, chacun des pays dit, mais écoutez, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Donc voilà, il faut trouver une façon de... Il faut trouver un consensus. Et l'OMS, je suis certaine que l'OMS, c'est sur le radar de l'OMS, bien entendu. Bien sûr, ben oui. Absolument. Docteur Bolen, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous. Tout le monde dans le clavardage, c'est unanime. Vous êtes inspirant, vous êtes généreux. Merci infiniment pour votre temps aujourd'hui. Merci pour les paroles sages que vous avez partagées avec